de l'évocation de la rhétorique du deux poids, deux mesures, c'est pour évoquer les questions d'islamophobie et d'antisémitisme. Elle est venue, elle s'est plus ou moins imposée dans la période, on va dire, post-attentat de Charlie Hebdo et de la porte de Vincennes, avec, en tout cas moi ça a été le point de départ de cette réflexion, cette espèce de paradoxe où on s'est trouvé dans une situation, on s'est retrouvé avec une accusation mutuelle et en miroir, avec des gens qui disaient ok, il faut absolument lutter contre l'antisémitisme, c'est un phénomène bien réel, mais ce n'est possible que si on lutte aussi contre l'islamophobie. Et des gens qui disaient ok, lutter contre l'islamophobie, mais il faut aussi lutter contre l'antisémitisme. Et finalement, deux discours qui disaient la même chose avaient deux points de départ totalement différents, voire même contradictoires. Et moi, c'est ça un peu qui m'a frappé et qui nous a donné envie de travailler un peu plus sur cette question-là et de finalement cette rhétorique dite du deux poids deux mesures qui est globalement, juste pour en dire un tout petit mot pour lancer ensuite, c'est cette idée qu'il y aurait une différence de traitement de la part des mêmes acteurs politiques, sociaux, etc., une différence de traitement de leur part de phénomènes qui pourtant apparaissent comme étant similaires. En l'occurrence, l'antisémitisme et l'islamophobie, il y en aurait qui se préoccupent que de l'un et pas de l'autre. Et donc certains qui se préoccupent que de l'autre et pas de l'un. Et donc finalement, derrière ça, une dénonciation de ce traitement différencié et finalement de réponses différentes qui seraient apportées par les mêmes acteurs à pourtant des problématiques qui sont similaires. Et donc finalement derrière ces réponses différentes, il y aurait des mécanismes de hiérarchisation et partant de discrimination. Et finalement c'est un peu le nœud du problème, et y compris des discussions qui nous ont agités dans le LPR au mois de janvier, février, etc. Dans un peu l'idée de qu'est-ce qu'on fait maintenant suite à ce qui s'est passé à Paris. C'est cette difficulté, en tout cas moi j'ai trouvé, à saisir l'articulation non seulement entre la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie, mais aussi l'articulation entre la dénonciation des deux phénomènes, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et voilà, c'est d'essayer de travailler cette question-là. Juste pour finir, moi je le dis, ce que je vais essayer de présenter durant mon intervention, c'est un travail en cours, voilà, qui fait l'objet, qui fera l'objet normalement peut-être aux alentours du mois de janvier ou de mars d'un petit bouquin, mais y compris c'est des réflexions que moi j'ai envie de soumettre, de discuter, parce qu'on est en phase de travail et que c'est toujours mieux d'élaborer collectivement. Voilà, donc je passe la parole à Michel, qui va vous expliquer de quoi elle va parler. Michel, donc, qui est Michel Sigoli, de l'Union juive française pour la paix, qui voilà, nous a fait le plaisir de venir à cette université d'été du NPA pour intervenir dans cet atelier, qu'elle en soit remerciée. C'est à toi. Merci, et merci de m'avoir invité, je suis très content d'être ici. Poids de mesure, c'est une expression qu'on a utilisée, nous, à l'UJFP, assez tôt. Mais ce sujet m'a donné l'occasion de revenir dessus. L'évocation du deux poids deux mesures dans le traitement politique et médiatique des juifs et des musulmans en France, pour l'opposer comme ça, et par musulmans, ça, on inclut les arabes et les noirs, musulmans ou non d'ailleurs, est l'un des phénomènes qui caractérise la racialisation sociale, c'est-à-dire le traitement différencié. Effectivement, ça caractérise aussi un parallélisme qui est établi avec le conflit israélo-palestinien. Et c'est en effet souvent autour du thème Israël-Palestine que se jouent les différences de traitement, le racisme. Mais il y a bien d'autres situations. Le traitement des Roms, par rapport au traitement des musulmans, par exemple, deux poids deux mesures.
par rapport au traitement des juifs d'ailleurs, le traitement des réfugiés syriens par rapport aux migrants érythréens, le traitement à l'intérieur du mouvement de solidarité français de 2 militants du sud de la France qui font une erreur en postant un truc qu'ils n'auraient pas dû poster sur Facebook, et le traitement d'un militant beaucoup plus connu qu'eux, membre d'un parti politique conséquent, on va dire, historiquement, ancien député, etc., qui fait aussi une erreur, c'est pas la même, pas du tout de même nature, je reconnais. Traitement différencié. Non. Excusez-moi. Mais il y a donc, je dirais, une racialisation généralisée et des traitements différenciés généralisés. Et surtout, il nous faut réfléchir au fait que dès qu'on classe en sous-groupe et qu'on hiérarchise, on s'autodésigne comme un groupe aussi. C'est-à-dire que s'il y a des juifs et des arabes et des noirs et des roms en France, ça veut dire qu'il y a des blancs chrétiens. Sauf que ce dernier groupe refuse de se constituer en groupe parce qu'il considère qu'il est la norme, ce qui est le coup classique de tous les groupes dès qu'on a racialisation. Alors, c'est pas que j'aime la racialisation. Je me permets d'insister, je crois que c'est une catastrophe, la racialisation des rapports sociaux. Sauf que si on ne l'affronte pas, on ne peut pas la résoudre. Donc à un moment donné, il me semble en tout cas qu'on est obligé d'affronter la situation telle qu'elle se dessine devant nous. On est dans une situation racialisée, avec des traitements différenciés de groupes sociaux en fonction de leur origine ethnique ou religieuse, que ce soit d'ailleurs une racialisation positive, enfin, un traitement différencié apparemment positif ou favorable envers les juifs, ou apparemment négatif et défavorable envers les musulmans. Il y a différenciation sur une base ethnique ou religieuse. Donc, pour l'affronter, on est obligé d'en passer par je dirais, un discours de type identitaire. Si l'on considère le racisme comme l'outil politique de classification et de domination qu'il est, on doit aussi examiner dans les différentes situations et contextes comment il est utilisé. Alors, je me suis aussi posé la question de ce que je pouvais apporter moi à l'université du NPA, parce que c'est souvent des gens du NPA et des lectures de gens du NPA qui m'ont appris beaucoup de choses. Donc je me suis sentie, je le reconnais humblement, un peu petite. Et d'ailleurs, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je pourrais apprendre. Mais j'ai supposé qu'un point de vue juif, parmi d'autres points de vue juifs d'ailleurs, celui de l'UJFP, pourrait apporter un éclairage, et qu'en tout cas je pourrais essayer de partager mes interrogations, mes incertitudes avec vous. Alors un point de vue juif, parmi d'autres bien sûr, ce qui caractérise l'UJFP à partir de la fin d'Oslo, et avec la mise en place du gouvernement néoconservateur aux États-Unis, mais ce sont des moments concomitants malheureusement d'ailleurs, c'est en effet dès ce moment-là, le début de l'échec d'Oslo, que va se monter ce que j'appelle le double piège. C'est le refus d'assignation. Les juifs de l'UJFP sont des gens qui ont refusé la forme d'assignation qui était imposée par le moment politique aux juifs en France, pour ne parler que de la France. Or, je dirais que, historiquement, les juifs n'ont cessé d'être assignés. Ils ont toujours occupé des positions qu'on leur a assignées, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, et que cela détermine chez eux une sorte de situation permanente qu'ils ont à gérer. Par exemple, si je dis refus d'assignation au soutien du sionisme, ça peut évoquer une certaine liberté de choix, mais en même temps surgit immédiatement la rencontre des juifs imaginaires, ou du juif imaginaire, dans les représentations même des membres du mouvement de solidarité, et même dans l'imaginaire de l'UJFP sur lui-même. Je vais essayer d'être clair. Qui n'a pas entendu au moins une fois cette phrase dans le milieu militant, je parle là strictement militant, ces gens qui ont tellement souffert et qui font la même chose aux Palestiniens. Vous la connaissez. Et c'est une phrase quand même extrêmement pénible. Un imaginaire sur les juifs qui est partagé, donc je répète, dans le milieu militant, très souvent,
qui occulte totalement la dimension populaire, voire pauvre, voire précaire de la communauté juive. Très très peu de gens imaginent et comprennent qu'il y a énormément de juifs qui vivent dans les banlieues en France et qui vivent dans des HLM et qui donc côtoient des Arabes et des musulmans et des Noirs et des Africains et le monde entier. On ne voit des juifs que, je dirais, le haut d'un iceberg qui est tel philosophe, tel journaliste, voilà. Ça fait partie de, je dirais presque, notre imaginaire en m'incluant, bien que juive. Donc en réalité, ce qu'on voit du monde juif dans la question politique israélo-palestinienne qui nous concerne, etc., est une pointe d'un iceberg dont on ne connaît pas la base. Un autre exemple plus subtil peut-être de cette question des assignations, qui, dans le mouvement de solidarité, considère l'UJFP autrement que comme un mouvement juif ashkénaze. Vous pouvez allumer la lumière, s'il vous plaît. Ou au mieux, autrement que comme un mouvement juif neutre. Le mot neutre étant un des signifiants de la norme dominante. Nous sommes d'accord. Or, il y a pas mal de séfarades dans l'UJFP. Mais on ne peut pas dire que l'UJFP fonctionne autrement qu'en groupe dominant ashkénaze, qui au mieux connaît, appréhende et comprend la question séfarade, qui est une question de domination pure. Élargissons cela à la question de la construction d'une perspective judéo-arabe, qui est, je dois l'avouer, la seule qui m'intéresse ici et aujourd'hui et au Moyen-Orient, pour pouvoir dénouer le double piège qui lie nos destins. L'approche de l'UJFP vis-à-vis de cette perspective judéo-arabe à construire est volontariste depuis longtemps, claire, assumée et précise, mais je peux vous dire comme séfarade que je ressens un manque, celui de l'affinité profonde et naturelle qui me lie aux Arabes. Et le manque d'une organisation qui se définirait comme racialisée aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons. Vous l'avez sans doute noté, je parle en catégorie identitaire et je me distancie peut-être là-dessus de l'UJFP, dont je n'ai pas de mandat sur ce que je viens de dire. Même si l'UJFP comprend très bien la situation racialisée et son moment. Et déjà, elle comprend sa place identitaire dans le mouvement de solidarité, par un sentiment de nécessité partagée avec ce mouvement. Il faut que des juifs disent qu'ils n'en sont pas et indiquent qu'il y a d'autres voies possibles. Paradoxalement, il joue donc le rôle d'un trait d'union. Les opposants juifs antisionistes en Israël, dans le système colonial qui est un système diviseur et séparateur, classificateur, comme ici, vivre ensemble passe par leur capacité, à ces juifs-là en tout cas, à être au milieu. Alors vis-à-vis de cela, évidemment, il y a diverses postures juives. Celle qui est ravie d'être enfin intégrée à la norme de l'Occident redéfinie comme judéo-chrétien et qui exclut les Arabes, comme ça tombe bien. Mais ceux-là même qui ne se vivent plus dans l'entre-deux, parce qu'ils ont été désindigénisés par le colonialisme. Rappelez-vous du rôle des alliances israélites universelles françaises qui ont pris tous les juifs du Maghreb et leur ont appris le français en les sortant du collectif arabe et culturel arabe qui était le leur. Ça a commencé comme ça. Ça a été une désindigénisation. Bref, j'ai bien là. Et par le post-colonialisme. Évidemment, je reviendrai là-dessus avec l'exemple de Sarcelles. Ces juifs-là, ceux qui sont ravis d'être rapatriés dans l'Occident judéo-chrétien et de ne plus en être, de ne plus être dans l'entre-deux, sont en fait ceux qui ont le plus peur et qui cherchent à trouver un entre-soi. L'entre-soi, sans arabe, c'est en Israël. Donc vous voyez comment les choses peuvent se jouer entre deux, entre soi. Tant il est vrai que tout détenteur de privilèges craint pour sa peau en toutes circonstances. Le racisme qui persécute un groupe et donne à un autre une sorte de supériorité ou de privilège rend forcément ce dernier à la fois agressif et craintif. Les juifs israéliens, en devenant colons, sont devenus des blancs. On continue à parler en termes identitaires et racialisés.
En cela, ils sont aussi les alliés des colons européens et états-uniens. Ça me rappelle la blague, au paradis, arrive un groupe de Belges, et il y a des anges qui disent alors les Wallons à gauche et les Flamands à droite. Et il y a un type qui reste au milieu, et alors ils vont voir, il dit c'est un rabbin. Et il dit pourquoi tu ne te mets pas? Et il dit bah, je sais pas où aller, je suis belge. Parfois, ça me rappelle ça. Bon, l'UJFP a beaucoup travaillé depuis longtemps sur des notions qui sont aujourd'hui dans l'air du temps. Notre situation nous a forcés à étudier ce qui nous, les Juifs, nous arrivait. Il y a des années que nous parlons du jeu pervers des gouvernements successifs avec les Juifs, de la place privilégiée qui leur est apparemment conférée, et de ses conséquences sociales et politiques, dont l'antisémitisme. Il y a des années que nous évoquons ce philosémitisme d'État, qui n'est qu'un versant de l'antisémitisme occidental. Dès le début des années 2000, nous évoquions l'usage des Juifs dans le néoconservatisme comme un fer de lance. Et avec cette métaphore, les Juifs sont le bélier du néoconservatisme. Mais ils seront utilisés comme un bouc émissaire. C'est-à-dire, le tournant ne peut se faire que contre eux. Je n'évoquerai pas à nouveau le paramètre néoconservateur parce que je crois que nous le connaissons dans cette salle, mais j'insisterai sur le facteur colonial parce qu'il me semble que le rôle de ce facteur est encore très contesté alors qu'il devrait être croisé avec la question sociale et qu'il est majeur dans la perception des catégories racisées, ce qui ne peut pas être mineur ou secondaire. La composante aujourd'hui majoritaire de la communauté juive est originaire, comme la composante arabo-musulmane, d'Afrique du Nord régionale. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on perçoit rarement. Ce n'est pas les Ashkénazes qui sont les plus nombreux dans la communauté juive de France. Ce sont les séfarades, ce sont les juifs du Maghreb, c'est-à-dire des juifs arabes. Elle est aussi arrivée en France dans les années 60 et s'est retrouvée dans les HLM de l'époque avec les familles immigrées du Maghreb, puis d'Afrique, comme à Sarcelles. J'y reviendrai encore. Mais, comme dans le monde colonial, qui avait divisé sur la base comme toujours, hein, le colon a toujours fait ça dans toutes les situations coloniales, on va chercher les minorités et on les sort du collectif et on les utilise contre la majorité indigène. Comme Israël a fait en Palestine, en allant chercher les Bédouins et les Druzes, et en faisant des catégories à part, si vous voulez. Donc les Juifs ont bénéficié, entre guillemets, parce que ce genre de bénéfice se paye évidemment très cher, d'un statut différencié, au moins dans le regard porté sur elles, mais ils ont continué dans le monde post-colonial à bénéficier de ce statut. Les Juifs maghrébins qui sont rentrés du Maroc, si je parle de ma famille, n'ont pas été traités comme les immigrés marocains, travailleurs marocains, pas du tout. Nous avons bénéficié, par exemple, nous, puisque les Juifs marocains n'étaient pas français. Contrairement aux Juifs algériens, ce qui est un autre problème. Nous, on était marocains quand on est arrivé en France en 1959. Il y avait une circulaire qui nous donnait priorité pour devenir français. Ce qui n'était pas le cas des immigrés marocains qui arrivaient, des travailleurs immigrés marocains qui arrivaient. D'accord? Donc on a tout de suite bénéficié d'une situation différenciée. Donc ces divisions coloniales se sont de fait perpétuées dans la société française postcoloniale et continuent de travailler. Le cas de Sarcelles et de l'évolution de la ville est aujourd'hui emblématique. Cette ville ressemble à ce qui est arrivé à Harlem, au fond, dans les années 60, et qui est parfaitement décrit par James Baldwin dans un de ses articles qui dit d'ailleurs pourquoi les Noirs n'aiment pas les Juifs, c'est parce qu'ils sont blancs, ils sont devenus blancs, quelque chose comme ça. Et c'est un article passionnant à lire, le titre est je l'ai mal cité, et il explique très bien les choses. Sarcelles, ça a été un peuplement maghrébin, juif et arabe dans les années 60. Si vous allez à Sarcelles aujourd'hui, vous verrez que la ville est coupée en deux. Il y a ce qu'on appelle la Petite Jérusalem, qui est une ville blanche, protégée, avec des milices, avec des policiers partout, des synagogues avec des barrières, bon, mais Paris aussi maintenant. On a un ghetto juif qui s'appelle la Petite Jérusalem. La liste électorale qui a gagné la municipalité de Sarcelles s'appelle la liste bleue. Et c'est une liste communautaire juive, derrière Pupponi, je crois qu'il s'appelle, qui est un ex du PS.
Nous, on est allé parler à Sarcelles dans les quartiers, invités par des quartiers. Nous, c'est Ismaël Chouder et moi-même. Et ce qu'on a vu, c'est la peur. C'est la peur. On a entendu des gens nous expliquer, mais nous des gens de mon âge, nous dire, mais nous, on a grandi avec des juifs sur les bancs de ces écoles, et on a partagé avec des juifs nos paniers dans les immeubles. Nous avons peur pour nos enfants parce que tous les juifs sont partis. Ils ont tous mis leurs gosses dans les écoles religieuses de la petite Jérusalem. Nos enfants ne connaissent plus de juifs. Ce qu'ils connaissent, c'est cette ville là-bas, et ils montrent la petite Jérusalem, flamboyante. J'ai fait un tour la nuit dans cette ville. C'est hallucinant la différence qu'il y a. Ils disent, quand nous, on va dans la petite Jérusalem, on est regardés comme des ennemis potentiels et des dangers potentiels. Donc on a senti ça, et donc la peur de la perte de la diversité qui existait à Jérusalem, qui existait à Sarcelles et qui s'est perdue, et surtout la peur de l'étincelle qui va mettre le feu. Les gens disent la situation est explosive. Le jour où un incident éclate, nous savons parfaitement qui va en faire les frais. Ça va être nous. Nous, c'est les cités avec 80 nationalités. Versus la petite Jérusalem. Je ne vais pas revenir sur les... Enfin, je reviendrai plus tard sur les incidents de cet été à Sarcelles, de l'été dernier, 2014. Pendant Gaza, tout le monde a parlé de ça comme un véritable pogrom sur Sarcelles, parce qu'il y a eu des magasins pillés. Des magasins juifs, a-t-on dit. Attendez, si quelqu'un connaît une pharmacie pas juive à Sarcelles, ce serait sympa qu'il me donne l'adresse. Parce que si vous pillez une pharmacie à Sarcelles, vous allez avoir du mal à ce qu'elle soit pas juive. C'est un fait. Et c'est pas une accusation antisémite. Je veux dire, c'est compliqué. Donc Sarcelles est un cas emblématique. Avec des juifs qui sont passés d'une situation sociale légèrement améliorés et qui ont quitté les HLM et qui ont créé une situation aujourd'hui politique dangereuse. Alors, attendez, il faut que je me raccroche maintenant. Voilà. Donc, quant à la partie du Maghreb, des juifs maghrébins qui n'est pas venue en France et au Canada, la partie la plus pauvre et la plus rurale des communautés juives marocaines et tunisiennes a été emmenée en Israël par des sionistes dès les années 50, où elle a subi une discrimination spatiale et raciale ressemblante à celle subie ici par nos concitoyens arabo-musulmans. Là-bas, l'enjeu de survie est souvent passé par le fait de ne pas ressembler à un Palestinien. Les problèmes de faciès d'un juif marocain en Israël, dans la rue, c'est compliqué. Moi, j'ai eu des copains juifs marocains qui passaient leur temps à expliquer qu'ils étaient juifs et pas arabes, à la police en Israël et aux soldats. Les stratégies de survie d'une minorité manipulée par le colonialisme se sont déplacées avec les exils. Mais elles n'ont pas disparu. Inconsciemment ou non, elles se sont transformées afin de s'adapter aux nouvelles formes de domination rencontrées. Ici et là-bas, les juifs du Maghreb, ce sont eux qui ont partagé leur quotidien avec les communautés arabes. Ici, dans les cités, pas seuls, hein, évidemment, et là-bas, en Israël, parce qu'en Israël, ils ont été placés, toutes les immigrations marocaines, alors ça a été étudié et c'est lisible noir sur blanc, ont été placées sur les frontières. Ce sont les zones tampons avec les pays arabes. Et on leur a donné des HLM et des maisons dans les quartiers arabes palestiniens non expulsés, c'est-à-dire les plus pauvres, de 48. Ce qu'on appelle le ghetto à Lod, qui était Lid en arabe, à Ramleh, la ville base de Haïfa, qui est une ville restée où les Palestiniens non expulsés sont restés. C'est là qu'habitaient les Juifs du Maghreb. Donc eux étaient en contact avec les communautés arabes. Waouh, il va falloir aller plus vite, c'est ça, je sais. Non. Alors, pour être rapide, les assignations et leur articulation. La population arabo-musulmane post-coloniale.
s'est retrouvé piégé dans une assignation identitaire religieuse et une instrumentalisation qui fait d'elle une population à risque. Je vous l'ai dit, je fais l'économie de la question néoconservatrice en France. Je considère qu'elle est acquise dans nos esprits à tous. Et donc, une population à risque à cause d'un islam inintégrable, dit inintégrable, et associé à toutes les formes du terrorisme se revendiquant de l'islam. Autant d'éléments qui favorisent le développement d'un racisme virulent et des mesures gouvernementales légales ou sécuritaires contre cette communauté. La population juive, elle, se retrouve assignée aussi, je sais que c'est moins visible et moins évident, mais elle se retrouve assignée par le biais d'une nécessité. La nécessité, c'est que l'alliance d'Israël avec l'Occident, mais notamment l'Europe, notamment notre gouvernement et les États-Unis, est une alliance de fer. Et elle doit donc être soutenue. Donc la population juive, elle est assignée par le biais de cette alliance qu'elle ne perçoit pas forcément comme qu'elle croit positive à son égard, et par le biais des instances communautaires juives, qui sont de véritables courroies de transmission de l'ambassade d'Israël, elle est assignée à une identification de type nationaliste, un soutien inconditionnel à la politique d'Israël. L'outil majeur de son embrigadement, c'est l'antisémitisme. Parce que c'est la meilleure réponse à toute critique politique de la politique israélienne et à toute expression de la solidarité avec la Palestine. On le sait, c'est trop court, j'y reviendrai. L'antisémitisme aujourd'hui n'est plus que ça. Cette instrumentalisation construite a deux objectifs immédiats et des conséquences à moyen terme. Objectif immédiat, porter contre les Arabes qui tentent d'exprimer leur solidarité avec la Palestine. Elle disqualifie leurs paroles et la requalifie en racisme antisémite. Ils n'auront donc pas le droit, surtout ceux des quartiers populaires, à la critique politique. On attend d'eux, non pas qu'ils soient des sujets politiques, mais qu'ils soient des racistes fondamentalistes. Et ce faisant, c'est l'espace qu'on leur laisse. Ils n'ont plus qu'à l'occuper. Porter contre les Juifs, cette assertion d'un antisémitisme virulent et grandissant joue sur leur peur. Elle fait d'eux des otages, les otages d'une politique de pression qui les désigne comme victimes collatérales ou centrales selon les nécessités. Ils sont mis en danger par l'affirmation qu'étant juifs, ils sont forcément sionistes. Ils servent à faire taire sur la Palestine et à désigner l'axe du mal en France. Chaque fois que le ressentiment pousse à s'en prendre à des juifs, c'est l'équation juif égale sioniste qui est confortée. Et donc, c'est le point de vue israélien qui est conforté. Juif égale sioniste. Et Israël représente tous les juifs du monde. L'islamophobie structurelle est aujourd'hui portée par l'État et elle a pour pendant une forme de philosémitisme d'État. C'est vrai. À moyen terme, l'antisémitisme a l'immense vertu d'effacer la Palestine du discours politique et de la remplacer par un problème racial ou religieux entre communautés. Et nous sommes en train de le vivre. Et à moyen terme aussi, l'antisémitisme ainsi insufflé se réalise, il se produit. Il faut se souvenir du travail du BNCVA, du Centre Simon Wiesenthal en Europe, pendant toutes ces années depuis 2000, n'ont cessé de désigner comme acte antisémite tout rendez-vous autour de la Palestine. Il faut se souvenir aussi des chiffres de la CNCDH, Commission nationale consultative sur les droits de l'homme, tel qu'analysé par Dominique Vidal dans le début des années 2000, et pas seulement dans les 10 premières années de ce siècle, qui montre que les pics d'actes antisémites sont parallèles aux périodes de répression coloniale les plus dures dans les territoires occupés et aux périodes d'intervention sur Gaza. Cela dit, force est de constater que, fabriqué ou non, un antisémitisme est en train de s'installer en France. Nourri à la fois par les racines chrétiennes profondes qui n'ont jamais cessé de s'exprimer dans l'extrême droite, mais attention, il y a deux extrêmes droites maintenant. Il y en a une antisémite et pro-arabe, on va dire comme ça, et il y en a une islamophobe et sioniste. On est dans des apparences, je pense que c'est clair, mais c'est intéressant, cet effet miroir dans l'extrême droite. Et aussi un antisémitisme qui est alimenté par une partie des préjugés français du terroir. Et puis ce que j'appelle, non pas antisémitisme, parce que je pense qu'il faut vraiment dissocier
ce qui est en train de se passer dans les quartiers, on va dire, de cet antisémitisme-là, qui est vraiment un antisémitisme aux racines chrétiennes et européennes, qui n'a vraiment rien à voir. Moi, j'appelle ça du ressentiment anti-juif. Le ressentiment anti-juif, ça peut tuer, hein. Je ne dis pas que c'est mineur, attention. Mais je veux dire par là que c'est important de tenter de nommer les choses au moins. Un ressentiment anti-juif de minorités opprimées, donc nourri aussi par un imaginaire qui est souvent repris à un imaginaire national, qui fait que on a beau avoir un voisin plombier juif, le juif reste quelqu'un de riche et puissant qui tient les médias, vous la connaissez. Juifs, argent et pouvoir sont en permanence associés. Voilà. Alors la différence entre un antisémite et quelqu'un qui a un ressentiment anti-juif, nous on la pratique à l'UGFP et je peux vous la faire en une seconde. Quand vous rencontrez un antisémite d'origine chrétienne, je parle de l'antisémitisme d'origine chrétienne, chez quelqu'un, vous pouvez vous mettre à discuter avec lui. Vous n'avez aucune chance de jamais le faire changer d'avis. Quand vous rencontrez un arabe énervé et qui en veut aux juifs, j'appelle ça le ressentiment anti-juif, c'est quelque chose qui se débranche en moins de 10 minutes. C'est-à-dire, ce qui se cache derrière le ressentiment anti-juif du quartier populaire, c'est qu'est-ce que c'est que cette injustice? Qu'est-ce que c'est que cette inégalité? Vous rétablissez le paramètre justice, égalité, ce ressentiment s'effondre. Ça nous est arrivé, mais des dizaines de fois, comme militants, et dans des dizaines d'interventions. Alors après, je n'ai pas dit que ça n'arrive pas de rencontrer des gens qui sont dans la pure haine et qui sont allés trop loin, et que là, moi j'y suis pas, je ne sais pas discuter avec des gens haineux, etc. Mais dans la moyenne de ce qu'on rencontre, quelqu'un qui est dans le ressentiment anti-juif, c'est quelqu'un qui se débranche très facilement, à condition qu'on lui rétablisse deux critères, égalité et justice. Parce que c'est ce qui lui manque. Et il fait porter ça aux juifs. Effectivement, oh mon Dieu. Bon. Alors en tout cas, effectivement, cette parole empêchée se transforme en agressivité contre les juifs des quartiers et ils commencent à avoir peur des répercussions du conflit sur eux, sans pour autant pouvoir en analyser les causes, puisqu'il s'agit d'un antisémitisme arabe atavique, contre toute évidence, dont ils sont victimes. Plus il y a de privilèges d'État, plus il y a de ressentiment, et plus ils ont peur. Surtout dans les classes populaires, c'est-à-dire les classes invisibles, pour la plupart d'entre nous, juives, hein, je parle. Et là, les gouvernements israéliens successifs ont toujours apporté la solution. Vous ne supportez pas l'entre-deux, choisissez l'entre-soi. Et à chaque attentat antisémite, la réponse a été donnée, c'est celle de l'immigration, de l'Aliyah, vers l'État-nation refuge. Peu de gens mesurent ce que signifie pour une minorité historique, comme le sont les juifs, l'idée de souveraineté nationale. Peu de gens comprennent, je vous jure. Même des juifs, beaucoup de juifs de l'UGFP, souvent, je parle de mon père, par exemple, puisque c'est un modèle que je connais, ce que ça signifiait pour lui comme juif marocain, et il n'a pas été malheureux au Maroc, mon père, ni lui ni sa famille pendant des siècles. Ce que ça signifiait pour lui l'idée que comme juif, quelque part dans le monde, il y avait un endroit où la souveraineté nationale était juive, c'est-à-dire où il ne dépendait de personne. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Mais je dis qu'il faut en tenir compte. Il y a des réflexes de minorité intégrés pendant très 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 longtemps. Et il n'y a pas que les juifs qui sont des minorités. Je ne sais pas ce que pensent les Roms, je ne sais pas ce que pensent les Kurdes, etc. etc. Mais c'est quelque chose d'important. Cette situation favorise donc. On a donc une triangulation avec un gouvernement qui classe pour dominer et qui, en fonction de ses alliances politiques, réprime un groupe. Ce sont les musulmans, et affiche
une hyper-protection sur un autre groupe, ce sont les juifs. Plus ils répriment les musulmans, plus ils provoquent du ressentiment chez eux vis-à-vis du groupe juif. Plus les juifs qui sont privilégiés ressentent ce ressentiment, le perçoivent et le vivent, hein, parfois dans leur chair, c'est pas, ça va jusqu'à la mort, hein, l'affaire. On n'est pas en train de minorer ce qui arrive aux juifs dans ce pays. Plus ils ont peur. Et quand ils ont peur, ils ont deux choix. Rejoindre le gouvernement, le dominant, ou partir en Israël. Mais ça tombe bien parce que de Paris-Plage à Tel Aviv-sur-Seine, l'espace, géographiquement et politiquement parlant, se réduit de jour en jour en peau de chagrin, donc nous sommes dans le même monde. Le modèle israélien. Abounima, d'ailleurs, souligne le même aspect dans son dernier ouvrage avec des chiffres, et son dernier ouvrage, je sais que ça fait snob, mais il n'a pas encore été traduit en français, il est en anglais. Franchement, j'y ai appris énormément de choses. La bataille pour la justice en Palestine, d'Abounima. Ce régime israélien, qui est souvent proclamé comme nos gouvernements la seule démocratie du Moyen-Orient, ce qui laisse entendre qu'il est proche de nous et qu'il nous ressemble, il y a quelque chose qui s'est transformé dans ces dernières années, donc je pense qu'il faut prendre conscience, c'est que ce régime, c'est nous qui nous en inspirons aujourd'hui. Il est devenu une forme de modélisateur, je ne sais pas si le mot est français, mais il produit du modèle. Et du modèle qui construit d'ailleurs le paradigme néoconservateur dans le monde. Alors pareil, je vais donner juste quelques exemples rapides. Au plan des relations internationales, il est modélisateur de la déréglementation du droit international et des droits humains. Je vais passer vite parce que je crois que tout le monde a compris de quoi je veux parler. Au niveau de l'État-nation, c'est très intéressant. Israël, qui a construit un État-nation de type colonial 19e siècle, aujourd'hui se retrouve une tête de pont. Pourquoi? L'écho de l'État-nation voulu par Israël résonne dans le sentiment de perte et de délitement d'une France ou d'une Europe aux frontières devenues perméables malgré leur résistance. Ainsi, Israël modélise aujourd'hui un système réactionnaire et primordial, au sens où le terme primordial est un adjectif de sociologie, hein, de l'État-nation d'origine perdue. Un modèle aussi de l'apartheid moderne, de la guerre moderne, qui vise les populations racisées dans les quartiers ghetto, de Ferguson ou d'ailleurs. La présence policière dans les communautés noires américaines, nous dit Abounima par le biais d'une juriste américaine qui s'appelle Michelle Alexander, est vécue et désignée par les Noirs américains dans leur quartier comme une occupation. Et il cite Fear of Black Planet, qui est une chanson de hip-hop américain qui a été récupérée par Dame, le groupe de rappeurs de hip-hop israélien, palestinien de l'OD, de nationalité, de citoyenneté israélienne et de nationalité palestinienne de l'OD. J'y suis, c'est bon. Donc, plusieurs grandes villes américaines ont aujourd'hui leur police entraînée et armée par l'armement israélien, Chicago en tête. C'est Elbit qui a été choisi pour construire la barrière de sécurité entre l'Arizona et le Mexique. On pourrait citer encore plein d'autres chiffres. Au plan intérieur, c'est le modèle colonial israélien et le sort réservé à la population palestinienne dans ce contexte du choc des civilisations qui rencontre et inspire une gestion post-coloniale des populations françaises. J'en veux pour preuve les déclarations de Brice Hortefeux à Grenoble en 2010, pendant l'été, les émeutes qui avaient suivi la mort d'un individu, comme toutes les émeutes françaises, il faut le rappeler, et qui lui permettent d'annoncer et de mettre en place des infrastructures et des méthodes israéliennes de répression en milieu urbain. Sarkozy qui lui propose l'extension de la déchéance de citoyenneté sur le modèle israélien, ça existe en Israël depuis longtemps. Et la législation antiterroriste française sur la garde à vue et sur les mises en accusation qui va ressembler de plus en plus, qui est une copie pâle pour l'instant, mais qui ressemble beaucoup à la détention administrative.
Le modèle israélien de traitement de la population palestinienne, c'est l'apartheid. Ce sont aujourd'hui des Israéliens de renom qui l'affirment, avec des discriminations institutionnalisées contre la population palestinienne et avec des statuts différents. La loi de 2004 en France a ouvert un régime d'exception pour une catégorie racisée de la population. La loi anti-voile, et personne ne racontera qu'elle visait autre chose que les musulmans, ou quelqu'un d'autre que les musulmans, a ouvert la possibilité d'un régime spécifique adressé aux musulmans. Après, il y a eu des circulaires, et on va avoir des lois, ne nous y trompons pas. La fin d'Oslo marque la fin de la solution à deux États. Ce qui fait passer d'un conflit colonial politique à un conflit racial, du type sud-africain. C'est pour ça que c'est intéressant aussi pour nous de réfléchir à ça. Nous, militants, nous avons toujours défini le conflit israélo-palestinien comme un conflit colonial et politique. À l'époque, il y a au moins 15 ans en tout cas, très peu de gens abordaient l'aspect racial ou raciste de ce conflit. Il émerge avec la fin d'Oslo et la fin de la solution à deux États, puisque nous sommes ramenés sur un terrain qui ressemble à l'Afrique du Sud. Et là, la responsabilité de tout mouvement de solidarité avec la Palestine est engagée. Comme mouvement anticolonial, il se doit d'être un mouvement antiraciste. Et si nous regardons comment le mouvement de solidarité, je dirais traditionnel français, s'est comporté pendant l'été 2014, et que nous examinons les difficultés qu'il a eu à percuter sur l'idée qu'il devait être un mouvement intégrateur, et qu'il devait faire de la place dans ces manifestations. Alors je suis parisienne et j'ai tendance à regarder la vie et le monde depuis la Tour Eiffel. Je ne pars pas forcément des provinces ou des régions. Nous avons eu un gouvernement qui a cherché à diviser la solidarité avec la Palestine sur une base ethnique. Il a interdit les manifs arabes, pour être clair, en permettant les manifs du collectif national, qui n'est pas un collectif qui n'inclut pas d'arabes, je vais le dire poliment, mais qui a pris un certain temps, on va dire, à comprendre qu'il devait déjouer ce piège, et que pour déjouer ce piège, il devrait offrir un cadre à tous. C'est pas encore gagné aujourd'hui. Il y a des membres du collectif national qui ont utilisé, je vais dire, un incident absolument regrettable survenu dans le sud de la France pour attaquer une partie du mouvement de solidarité. Donc je vais rester vague là-dessus parce que on en reparlera. Mais grosso modo, hein, on ne peut pas lutter contre le colonialisme quand on a peur de travailler et de vivre avec les descendants indigènes de nos propres colonies. On n'y arrivera pas comme ça. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Il nous faut construire un front qui soit un front inclusif, et sur la Palestine et sur la France. Moi, je parle de front judéo-arabe, parce que c'est là que nous sommes positionnés, mais c'est évident que ce front est un front large. En Israël, il y a des mouvements anticolonialistes qui tentent ce travail. Pourquoi c'est plus facile presque là-bas qu'ici? Parce que là-bas, les juifs anticolonialistes, ceux qui tentent ce travail, ils ont compris que leur privilège les amenait au suicide. Et que s'ils ne renonçaient pas à leur privilège, alors ils ont compris avant les autres, à mon avis, que s'ils ne renonçaient pas à ces privilèges-là, ils ne résoudraient rien. Ils allaient, comme Israël, vers une catastrophe sociale et politique. Donc au fond, ils sauvent leur peau en faisant ce qu'ils font. Moi aussi, je considère qu'ici, ça fait partie du sauver sa peau que d'aller travailler au vivre ensemble dans l'égalité. Mais pour ici, les juifs d'ici, beaucoup d'entre eux considèrent qu'ils ont encore la solution là-bas, de l'entre-soi. Et combien de fois n'ai-je entendu encore cette phrase dans le monde juif qui m'entourait dans mon enfance: on n'est pas chez nous,
En France, hein. Citoyenne française. On n'est pas chez nous, ils ne nous aiment pas. Qui est ce il? Mais cette phrase-là, je me dis, peut-être qu'on l'entend aussi dans des foyers arabes, français. N'est-ce pas? Voilà, alors, on peut se dire aussi parfois avec désespoir que de part et d'autre, les volontaires pour la construction de cet État commun, je cite là le travail de Eyal Sivan et de Éric Gazan, dans un double sens, que nous recherchons ne sont pas assez nombreux. Alors d'abord, je refuse la symétrie qui voudrait dire qu'on voudrait établir entre les Arabes et les Juifs comme on établirait entre les colons et les colonisés. Et puis je constate que les Juifs antisionistes capables de renverser la vapeur ne sont pas assez nombreux, certes, mais la bonne nouvelle, c'est que nous grandissons. Il y a un rapport qui a été commenté par les services de propagande israéliens sur une enquête portant sur l'ensemble des communautés juives dans le monde. Et le rapport ne cesse d'être inquiétant. Il confirme une immense inquiétude dans les communautés juives du monde sur Israël, même dans les plus pro-israéliennes, une inquiétude qui fait remonter des questions. Où est-ce que vous allez et où est-ce que vous nous emmenez? Vous nous allez nous créer des ennuis avec votre politique. Ça, c'est dans les plus proches. Mais on a, aux États-Unis notamment, cette enquête d'ailleurs souligne comment les étudiants juifs américains, sur les campus, se sont éloignés du sionisme et refusent de porter les conséquences de la politique d'Israël sur leurs épaules. Alors, Jewish Voice for Peace, aujourd'hui, aux États-Unis, 206 000 membres et supporters. 206 000 membres et supporters, c'est pas rien. De très nombreux groupes locaux très importants. À l'UJSP, on a décidé de les inviter à notre prochaine AG. Parce qu'on s'est rendu compte que nous-mêmes, nos effectifs avaient beaucoup augmenté, ce qui montre. Et donc beaucoup de Juifs nous ont rejoints, notamment depuis l'horreur de Gaza 2014. Il y a une vraie inquiétude chez les Juifs, il y a une vraie volonté de commencer à réfléchir un tout petit peu différemment à la question, au moins, au minimum, pour certains d'entre eux, ou d'affirmer publiquement des choses pour ceux qui n'en pensaient pas moins, mais étaient plus discrets. Nous pensons que construire cette visibilité d'une pensée juive non sioniste dans le monde est important et nous allons y travailler. Voilà. Je vous remercie et excusez-moi d'avoir été long. Du coup, avant de vous passer la parole, moi je vais en remettre une couche plus petite, mais une couche quand même, en précisant dès le départ que je me reconnais dans tout ce qui vient d'être dit, et que, y compris, c'est une réponse préventive, on va dire, aux problématiques que je vais essayer d'exposer ici. Ce sur quoi je voulais essayer d'insister, d'intégrer l'intégrer à la discussion, c'est donc cette problématique du traitement différencié. Cette problématique du traitement différencié en France, entre différents secteurs de la population, qui est ressenti comme tel par ces différents secteurs, qui est dénoncé comme tel, avec donc ce discours de dénonciation du deux poids deux mesures, de dire les musulmans sont moins bien traités que telle ou telle catégorie de la population, et finalement essayer de discuter des vertus et des vices de cette façon de poser le problème, de cette façon de poser la question des discriminations et des hiérarchisations. Tout en précisant dès le début que cette question du deux poids deux mesures, moi c'est quelque chose qui me travaille de plus en plus, parce que c'est quelque chose qui se répand de plus en plus, non seulement comme politique, mais aussi logiquement comme ressenti et comme mode de revendication. Et ça ne concerne pas que les questions de racisme, ça concerne aussi des questions sociales assez classiques, où il y a ce ressenti de dire, quand c'est telle catégorie de la population qui manifeste,
on leur envoie les flics et on les remonte. Quand c'est telle catégorie de la population qui manifeste, on les protège, il n'y a pas de problème. Et c'est pas nouveau, entre les agriculteurs et les zadistes, je veux dire, quand il y en a qui détruisent quelque chose, on sent bien qu'il y a un traitement différencié et qu'il est vécu comme tel. Et c'est valable dans beaucoup d'autres domaines, et ça a notamment un écho sur la question plus générale des formes de médiatisation et de comment les médias, même si c'est Aligny et Rimbert qui sont à côté, qui diraient les médias, ça n'existe pas, évidemment, mais comment il y a un ressenti aussi dans l'absence de représentation ou la surreprésentation, etc. Donc finalement, cette problématique du deux poids deux mesures croise énormément de questions, mais en la prenant sous l'angle qui a été choisi pour cet atelier de l'islamophobie et l'antisémitisme, je pense que ça ouvre des réflexions et un champ d'intervention spécifique, mais aussi politique plus général. Donc je disais tout à l'heure, le deux poids deux mesures comme mode de perception et de revendication, pas comme mode de gestion politique. Là je pars d'en bas. En quoi ça consiste? C'est globalement de constater que les mêmes institutions, les mêmes représentants politiques, les mêmes médias ont des traitements différenciés pour des problématiques apparemment communes, voire identiques, en fonction des catégories auxquelles appartiennent la population qui est concernée par ces problématiques. Pour prendre des exemples très concrets, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps sur la question des agressions islamophobes. Voilà, quand il y a une agression islamophobe, le ministre de l'Intérieur ne se déplace pas, les médias en parlent très peu, etc. Alors que quand il y a une agression antisémite, ça devient une cause nationale, alors qu'on parle dans les deux cas d'une agression raciste. Et donc il y a deux poids, deux mesures et un traitement différencié. Je pourrais multiplier les exemples, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Les vertus, on va dire, de cette revendication, c'est de décrire une réalité et finalement de rendre visible ce qui est invisibilisé de facto par le traitement différencié. C'est-à-dire, c'est revendiquer le fait que telle catégorie de la population de laquelle on ne parle jamais est aussi un acteur politique et revendique le droit d'être reconnu comme tel, et pas que en négatif. C'est-à-dire que c'est aussi faire admettre qu'on a le droit de revendiquer des droits politiques, on a le droit de faire de la politique, on a le droit de peser sur le champ politique, même si le point de départ est souvent sur la base de revendications identitaires, spécifiques, mais je veux dire c'est quelque chose d'assez valable pour énormément de catégories de la population. Donc, première vertu, c'est d'écrire une réalité, la rendre visible, en faisant appel à des comparaisons qui sont suggestives et éclairantes. C'est-à-dire, c'est de dire, on parle beaucoup et on connaît bien telle problématique, et sachez qu'elle existe aussi pour telle catégorie de la population. Et donc, ça fait écho dans la tête des populations qui ne sont pas directement concernées, à des problématiques qu'ils connaissent. Et ça, c'est une vraie vertu. La vertu de la comparaison, de même qu'il y a des vertus dans d'autres dénonciations de poids de mesure, des comparaisons sur les situations internationales. Voilà, ça a un intérêt de dire quand tel pays envahit un autre pays et qu'il y a une résolution de l'ONU qui condamne l'invasion, 6 mois après, le pays en question se fait raser. Quand tel autre pays occupe un pays depuis des décennies et qu'il y a 15 000 résolutions de l'ONU, ce pays-là, il lui arrive rien. Sauf que vous voyez qu'il y a déjà un problème que je signale ici, c'est quelle conclusion on en tire, c'est est-ce qu'il faut raser le deuxième ou est-ce qu'il ne fallait pas raser le premier. Non, mais c'est une vraie question, j'y reviens pas de raser machin, mais c'est une vraie question qui est un des fils finalement du deux poids deux mesures. Mais pour l'instant, je vais continuer avec les vertus. Donc première vertu, c'est celle-ci. Deuxième vertu, c'est aussi de finalement dénoncer une hypocrisie et des indignations à géométrie variable qui cachent des positions politiques qui ne s'assument pas. Parce que quand on s'indigne au nom de principes universels et donc forcément neutres de situations d'injustice
mais qu'on oublie de s'indigner de situations d'injustice quasi similaires, c'est que finalement on n'est pas dans une position universelle et neutre, mais qu'on fait de la politique, mais par le silence. Et finalement, la dénonciation du deux poids deux mesures permet aussi d'identifier ces mécanismes-là et de dire que quand tel philosophe ou tel intellectuel prend position, il dit c'est un scandale ce qui est en train de se passer dans tel pays, c'est pas au nom des principes moraux qu'il avance, c'est au nom de la défense d'une certaine vision du monde. De même qu'en France, quand on s'indigne du sort réservé, par exemple, à la population juive, mais qu'on oublie complètement de s'indigner du sort réservé aux Roms, aux musulmans, aux autres, etc., et ben c'est souvent qu'on s'indigne non pas au nom de principes progressistes, mais plutôt de principes qui rejoignent les préoccupations conservatrices et néoconservatrices que tu as exposées. Et donc la deuxième vertu, c'est celle-là, c'est d'être capable de démontrer que certains travestissent des causes justes en invisibilisant toute une partie de cette cause. Et finalement, avec comme conséquence que tout le monde est perdant. Et c'est ce que tu as expliqué sur ce qui arrive aux Juifs quand on donne l'impression qu'ils sont privilégiés. Et ça, c'est la deuxième vertu. Et troisième vertu, mais j'y reviendrai après, c'est finalement d'offrir des éléments d'analyse et de compréhension du réel sur la base de la façon dont ce réel est vécu par les populations. C'est-à-dire, et pas uniquement sur des bases d'interprétation, d'analyse, de dynamique générale, mais le deux poids deux mesures, c'est aussi un ressenti. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas des catégories de la population qui se sentaient traitées, maltraitées, traitées de manière différenciée. Si on est des militants politiques, on ne peut pas. Même si, au bout du bout, on se dit, mais finalement, c'est une connerie, il n'y a pas ce traitement différencié, le fait qu'il soit vécu comme ça dit quelque chose. Le fait qu'il soit vécu comme ça dit quelque chose sur le réel, dit quelque chose sur la façon dont les gens se perçoivent dans le collectif et dans la société, et on ne peut pas faire l'économie, évidemment, de ça si on prétend essayer de faire un peu de politique. Mais ceci étant dit, il y a aussi des vices et des vrais problèmes avec cette approche, on va dire, en termes de deux poids deux mesures. Le premier est quand même assez simple. C'est que dénoncer une hiérarchisation réelle ou supposée n'implique pas la revendication de l'abolition de cette hiérarchie. Pas mécaniquement. La revendication qui peut être derrière, c'est un changement de hiérarchie. Aussi. C'est tout à fait possible. Ou la revendication qui peut être derrière, c'est un nivellement par le bas pour faire disparaître la hiérarchie. Il peut y avoir ces éléments-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à propos d'Israël et de l'Irak, même si je ne les avais pas nommés, mais je pense que tout le monde avait compris. Mais c'est aussi quelque chose qui est très marqué quand on évoque la situation des Juifs et la situation des musulmans en France. On peut avoir des discussions avec des gens qui disent les musulmans sont moins bien traités que les Juifs en France, donc les Juifs sont privilégiés, et donc il faudrait qu'ils aient moins de droits et moins de privilèges. Parce que mettre fin, entre guillemets, aux deux poids deux mesures, ça peut se faire dans les deux sens. Et c'est là où s'inscrit, par exemple, le discours d'un Alain Soral. C'est-à-dire que ça s'appuie sur un ressentiment qui est lié à des choses bien réelles, que tu as notamment exposées, mais lui, la solution qu'il propose, c'est pas d'abolir les privilèges, c'est de s'en prendre aux privilégiés, réels ou supposés, on s'est compris. Et donc, la rhétorique du deux poids deux mesures présente ce premier défaut, si elle est entre guillemets auto-limitée à la dénonciation du traitement différencié, elle présente ce premier défaut d'ouvrir la porte à des réponses extrêmement différentes, et y compris des réponses ultra-réactionnaires. Parce que, voilà, je l'ai dit, c'est pas parce qu'on dénonce la hiérarchie qu'on est pour l'abolition de la hiérarchie, et pour les connaisseurs d'Alain Soral, qui sont sûrement nombreux dans cette salle,
les gens qui, comme moi, aiment regarder ces vidéos la nuit, vous saurez que je fais référence, par exemple, à un commentaire d'Alain Soral sur une interview de Vladimir Poutine par Jean-Pierre Elkabbach, dans lequel Alain Soral dit très clairement que le moment où Vladimir Poutine recadre, entre guillemets, Jean-Pierre Elkabbach, c'est la juste hiérarchie entre, d'un côté, le petit juif Elkabbach et de l'autre côté, l'arien Vladimir Poutine. Donc c'est la juste hiérarchie qui se rétablit. Oui, mais sauf que ce genre de vidéo fait à peu près 100 fois plus de vues que les vidéos de GNPA. Donc il faut en avoir conscience aussi et comprendre sur quoi ça s'appuie. C'est-à-dire que ça ne s'appuie pas sur rien. Voilà, ça ne s'appuie pas sur rien. Il y a des vertus, entre guillemets, dans cette appréhension de la réalité, mais il y a des vices, et il faut prendre conscience des deux. Deuxième vice, il est lié au premier, c'est que dénoncer les politiques de deux poids, deux mesures peut déboucher sur une mise en concurrence des différents groupes sociaux. Sur une mise en concurrence, c'est-à-dire il y en a qui sont privilégiés, il y en a qui le sont moins, donc il faut qu'ils luttent les uns contre les autres. Si tu as des privilèges, c'est que moi j'en ai pas, donc si moi j'en veux, il faut que t'en aies plus. Ça peut paraître très simple, mais c'est un raisonnement qui se construit souvent comme ça. Une mise en concurrence entre les groupes, et aussi une mise en concurrence entre les causes, entre guillemets, les causes politiques. Et je vais prendre un exemple, je pense que vous allez comprendre assez vite. Quand il y a eu l'agression contre la guébraque de Jérusalem, où je rappelle quand même 6 personnes poignardées, dont une qui est décédée, moi j'ai posté un truc sur Facebook, relatant cette agression et en disant c'est horrible, c'est un carnage, etc. etc. Et ben j'ai pas mal de gens dans mes contacts Facebook qui, leur premier commentaire, ça a été de dire si c'était un musulman qui avait fait le coup, on en parlerait vachement plus, on en parlerait différemment, etc. etc. Bon, en soi, c'est pas faux, mais ça fait passer au deuxième plan l'information principale, qui est qu'un fondamentaliste a agressé des gens dans les rues de Jérusalem parce qu'ils revendiquaient le droit à une sexualité, etc. Et c'est quelque chose qui est très répandu. C'est qu'au bout d'un moment, à ne voir la réalité que par ce prisme-là des traitements différenciés, on en oublie qu'il n'y a pas que ta communauté qui est traitée de manière différente, qu'il y a énormément de groupes sociaux qui sont traités de manière différenciée, et ce truc de si ça avait été un musulman, on en parlerait, etc., c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, et qui parle de quelque chose de réel, parce que tu peux pas répondre l'inverse que, bah oui, évidemment, quand il y a un type qui monte dans un train avec un fusil mitrailleur, s'il est blanc et s'il est musulman, on n'en parlera pas de la même façon. Sauf que le premier bilan, c'est qu'il y a un type qui est monté, qui a essayé, etc., etc. Donc c'est, moi, ce que j'appelle le deuxième vice, c'est la mise en concurrence des groupes et la mise en concurrence des causes. Et troisième limite, qui est le produit finalement de ces deux premières limites, c'est que c'est très facile, entre guillemets, pour nos adversaires, d'utiliser la même arme. L'arme du deux poids, deux mesures. Je vais prendre quelques exemples assez simples. C'est de dire à ceux qui luttent contre l'islamophobie, quand est-ce que vous organisez une grande manifestation contre l'antisémitisme ? Vous faites des meetings à Saint-Denis contre l'islamophobie, etc., mais on ne vous entend pas beaucoup sur l'antisémitisme. Deux poids, deux mesures. Vous vous indignez de manière sélective en fonction des racismes, et ça doit bien cacher quelque chose. Vous avez ce truc de plus en plus répandu, parce qu'ils ont quand même de moins en moins d'arguments, chez les partisans inconditionnels de l'État d'Israël, qui est de dire « et qu'est-ce que vous faites pour les Syriens, et qu'est-ce que vous faites pour le Soudan, et qu'est-ce que vous faites pour machin, et qu'est-ce que vous faites pour truc ». Bon, formellement, moi, la réponse que je préfère leur faire dans ces cas-là, dans les discussions, c'est de leur dire « je vous laisse la responsabilité de votre comparaison ». Vous venez quand même de comparer l'État d'Israël à Daesh, moi j'aurais pas osé, mais si vous le dites, c'est qu'il doit y avoir un fond de vérité. Mais au-delà de ça, ce retournement est tellement facile
qu'il montre toutes les limites finalement de se limiter à ce raisonnement. C'est que ça peut permettre aussi de déplacer tout débat, ça peut permettre de nier tout débat, ça peut permettre de nier des réalités au motif qu'il y en a d'autres. Comme si on ne parlait pas de la même réalité. Et finalement, le problème fondamental, même s'il a ses vices, ses vertus, pardon, le problème fondamental du raisonnement en termes de deux poids, deux mesures, c'est qu'il est incapable de saisir les contradictions qui se cachent derrière. Incapable de saisir les contradictions qui se nichent derrière les traitements différenciés, et que traitement différencié n'implique pas nécessairement oppression du groupe privilégié sur le groupe discriminé. Parce qu'il manque un bout. C'est qui opère le traitement différencié. Et là, on a une vraie question, c'est les trois pôles que tu disais, la triangulation. Et on oublie souvent ça, et on oublie les contradictions qui sont derrière. Et moi, c'est ce que j'appelle le paradoxe du juif protégé après les attentats de Vincennes. Si tu es protégé, ça veut dire que tu es faible, mais en même temps, ça veut dire que tu es important. Donc c'est compliqué en fait. Si tu es protégé, c'est parce que tu pourrais être agressé. Mais si toi on te protège, mais par contre on ne protège pas les autres, c'est qu'on estime qu'il est plus important de te protéger toi que d'autres. Et donc là-dedans se niche finalement la contradiction des traitements différenciés, qui est qu'ils ont des objectifs politiques qui dépassent de très loin la simple différenciation, et que les acteurs qui sont derrière sont des acteurs qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux des groupes qui apparaissent comme étant protégés. Et bon, pour terminer, l'idée, moi, que je voudrais qu'on essaie de travailler, y compris dans le parti, parce que je pense que c'est des problématiques, en tout cas ça dépend des interventions qu'on a, mais auxquelles on est vachement confronté et auxquelles il faut être capable de répondre, c'est de comprendre d'abord que l'analyse, entre guillemets, en termes de poids de mesure, n'est pas une analyse. Voilà. Ce n'est pas une grille d'analyse. C'est avant tout l'expression d'une perception du réel par certaines catégories de la population. Expression qui souvent se fonde sur des éléments totalement objectifs, mesurables, quantifiables, et qui dès lors doivent être valorisés, doivent être mis en avant, mais on ne ressent pas que ça fait office d'analyse. Voilà, c'est pas une analyse. C'est des faits et du ressenti. Et ressenti, pour moi, c'est pas du tout un mot péjoratif. Je sais qu'il y a des gens qui disent oui, le ressenti, c'est pas politique, etc. C'est le point de départ de tout raisonnement politique. Si on démarre pas d'abord avec le ressenti, voilà, bref, on est dans la stratosphère. Mais il faut aller au-delà. Il faut évidemment aller au-delà. Donc c'est pas une grille d'analyse, mais c'est quelque part un outil d'alerte. Un outil d'alerte pour les militants politiques et un outil d'alerte qui doit être utilisé par les militants politiques pour essayer d'intégrer et de convaincre les parties de la population les moins discriminées que ces discriminations existent, parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils ne ressentent pas. Voilà, évidemment, c'est mettre comme chou aussi la politique. Deuxième élément de conclusion, c'est que le deux poids deux mesures, non plus comme ressenti, mais comme politique, réellement existante, c'est l'expression de rapports de forces sociaux inégalitaires, c'est l'expression de discrimination bien réelle, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer, de même qu'on ne peut pas ignorer que c'est ça qui permet de comprendre l'expression que le ressenti est l'expression de cette fragmentation politique et sociale à laquelle on est confronté. Les militants des organisations politiques savent qu'ils sont confrontés à des dynamiques de fragmentation. Et pas que dans le monde du travail, avec la précarisation, etc., etc. Fragmentation géographique, fragmentation ethnique, fragmentation sur les bases religieuses, fragmentation, etc., etc. Mais
l'expression de ces fragmentations sont la conséquence du fait de l'existence de réelles politiques de fragmentation. C'est-à-dire, moi, c'est toujours un truc qui m'a fait délirer, c'est quand on accuse les gens qu'on est dans des ghettos de faire preuve de communautarisme. Ouais. Oui, vous avez tous vos commerces ethniques, halal, etc. Oui, bah, d'accord, enfin, vous avez mis tous au même endroit. Forcément. Voilà, donc il y a ce deuxième élément à avoir à l'esprit. Et troisième élément de conclusion, c'est que finalement, la compréhension de la fonction positive et négative de l'interprétation de la réalité en termes de deux poids, deux mesures doit être, de mon point de vue en tout cas, intégrée à nos analyses politiques globales et pas uniquement sur la question des discriminations racistes, raciales, etc. Parce que c'est quelque chose qui devient, pour de plus en plus de gens, un cadre de perception du réel. Et ça va au-delà de l'islamophobie et l'antisémitisme, ça va au-delà des éléments de racisme, mais c'est aussi un élément d'analyse des phénomènes d'apartheid social qui ne sont pas directement des phénomènes liés à des questions ethniques ou raciales. Voilà, et tout ça pour lancer la discussion, c'est que tout ça comme implication un peu concrète, de prendre la mesure de l'importance des luttes contre les discriminations et les oppressions spécifiques qui existent et qui sont ressenties comme telles, et c'est pas un hasard, et qui ne peuvent pas se diluer dans la lutte des classes ou dans la dénonciation du système global d'exploitation, d'oppression, etc. Il y a des éléments, tous ces éléments de fragmentation, de traitement différencié et tout, sont y compris des points de départ pour des catégories entières de la population, des points de départ de se mettre en mouvement, de se mettre en mobilisation de la part de secteurs qui ne se bougeraient peut-être pas sur des questions plus globales ou des questions plus classiques que nous on connaît, les salaires, les retraites, les machins, etc. Deuxième élément, c'est de nous ne pas reproduire le discours et la catégorisation en deux poids, deux mesures. C'est peut-être un peu plus polémique ce que je vais dire là, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des exigences à géométrie variable en fonction de nos interlocuteurs quand on fait de la politique ou quand on essaie de construire des fronts et des cadres de lutte communs. On ne peut pas reproduire cette chose qui est d'être plus suspicieux ou plus méfiant vis-à-vis de certains secteurs de la population parce qu'on les connaît moins bien, parce qu'on est bouffis de préjugés, etc. Les exigences à géométrie variable, c'est l'inverse de notre conception de la politique. Et pour prendre, voilà, pour le dire de manière très claire, dans les cadres qui ont pu être construits sur la question palestinienne, sur la question des guerres impérialistes en général, ou sur la question de la lutte contre l'islamophobie, il y a une partie de la gauche radicale, etc., qui multiplie, qui accumule les exigences et qui assigne de nouveau, en fait, ces catégories de la population à ce qu'elles sont dans l'imaginaire collectif et qui leur rendent des comptes qu'elles ne demanderaient jamais à d'autres. Et ça, c'est quelque chose dont on doit avoir conscience et contre lequel on doit lutter. C'est ce que tu évoquais dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, c'est très clair. On demande des garanties à certains qu'on ne demanderait jamais à d'autres. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, des gens demandaient à d'autres s'ils étaient clairs sur la question de l'avortement. Et ben c'est quelque chose qui se dit, c'est des choses qui existent. Oui, ça va être compliqué quand même de faire une réunion commune avec eux parce que, voilà, sur la question palestinienne, vous imaginez l'inverse? Si on demandait à des gens pour une réunion sur la défense du droit à l'IVG, s'ils sont vraiment anti-sionistes. Oui, bah c'est ça les exigences à géométrie variable, et c'est ça aussi contre lequel on doit lutter. Et toute dernière piste, etc., c'est être attentif à ce que j'appelle les mécanismes de retournement, et c'est-à-dire de finalement comment des oppressions bien réelles, vécues comme étant des oppressions bien réelles, peuvent être utilisées par des courants réactionnaires qui les dénoncent, mais qui, en les dénonçant et avec les propositions qu'ils offrent, les renforcent, ces dynamiques d'oppression.
et c'est ce que je disais à propos de Soral, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la montée des idées réactionnaires dans l'ensemble de la société française si on ne comprend pas qu'une des sources de ces idées réactionnaires est un ressentiment contre des oppressions bien réelles et une envie de changer les choses, ce qui est quelque part contradictoire de notre point de vue, mais qui, si on essaie de réfléchir à les mécanismes qui sont derrière, est quelque chose de parfaitement compréhensible et à combattre, même si on a du retard là-dessus, mais je ne désespère pas qu'on rattrape ce retard et qu'en élaborant collectivement, on arrive à formuler une politique répondant à ces problématiques. Voilà, je m'arrête là.